Alors merci, merci professeur, merci de m'avoir invité, merci d'inviter Aéroport de Paris. J'ai effectivement compris en vous écoutant que c'était peut-être un petit peu intéressé, car vous êtes manifestement un de nos bons clients. Alors je ne sais pas client parce que vous voyez le titre de mon intervention, tout au moins un de nos bénéficiaires, si je reprends vos termes. Régulier. Donc voilà, je vous mets sur la liste des personnes à suivre au passage, parmi les leaders d'opinion qui vont influencer le buzz, n'est-ce pas, que vous pouvez parfois entendre ou lire sur Internet. Et nous vous mettons dans la liste des contributeurs réguliers à nos événements courts. Avec grand plaisir, mais je suivais plutôt côté, côté salle. Donc effectivement, on peut peut-être commencer par un tout petit sondage pour que je sache, en plus du professeur, depuis le début de l'année, qui est passé par CDG. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de bénéficiaires en salle. Alors je pense que c'est... Oui, on aurait pu prendre sur plusieurs années, mais... donc voilà, effectivement, beaucoup de clients. Juste une petite clause de paysage pour commencer. Pour planter le décor, ce dont nous parlons. L'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Alors vous voyez, c'est une belle et grande infrastructure. Et encore là, il n'y a pas tout notre terrain de jeu, puisqu'il y a quelques milliers d'hectares autour qui complètent avec les zones de bureaux, les zones cargo, les zones de maintenance qui ne sont pas reprises ici. Là, c'est vraiment la partie aéronautique avec les pistes, les voies de circulation avions et puis les aérogares. Juste, je préfère commencer par là pour vous décrire un petit peu la complexité. Et on parlait tout à l'heure des impacts de l'infrastructure, des impacts des équipements. On a la chance d'avoir avec Charles de Gaulle une sorte de showroom de tout ce qu'on peut faire comme aérogare. Alors c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir des architectes brillants dans notre pays. Ça permet de faire des choses très intéressantes, mais c'est vrai qu'on a une grande variété qui ensuite, vu du passager, vu de l'utilisateur, n'est pas toujours optimale. Et tout ça a évolué très vite. Si je prends le début de Charles de Gaulle dans les années 70 avec le terminal 1, donc tout ça s'est construit en 40 ans avec une forme d'accélération sur les 15 dernières années, puisque toute la partie est que vous voyez ici, donc tout le 2E, le 2F, la gare TGV qui est ici, et puis les extensions de salles d'embarquement que nous avons ici, le terminal 2G, tout ça, ça s'est construit depuis 98 et ouvert depuis 98. Donc en gros, tous les ans, on ouvre quelque chose. Le plus récent, c'est ici le petit truc blanc que vous avez ici entre les terminaux A et C, que nous appelons la liaison AC, qui a été ouverte en avril dernier, et puis cette très grande salle d'embarquement, qui sont en fait les portes M du terminal 2E que constitue tout cet ensemble, ont été ouvertes fin juin de cette année. Donc vous voyez, c'est encore tout récent et ça continue de bouger. Il y a d'autres projets, peut-être que dans assez longtemps, dans une dizaine d'années, on aura encore un nouveau terminal ici, puisqu'on est encore sur une dynamique de croissance. Donc il faut s'adapter à tout ça. Nos clients ne sont pas nos clients, titre un peu provocateur, effectivement parce que la notion de client, elle se discute, elle évolue, elle est mouvante, et puis aussi, en premier lieu, puisqu'on parlait du B2B2C avec éventuellement d'autres B en route, nous sommes une chaîne, et pour ce qui est d'Aéroport de Paris en particulier, en tant que passager, vous n'êtes pas directement nos clients, puisque vous avez un contrat de transport avec la compagnie aérienne, dont vous êtes le client formellement. Le seul lien marchand que nous ayons complètement directement, ce sont les parkings, si vous vous garez au parking d'Aéroport de Paris. Et puis, naturellement, au travers des commerces, mais déjà dans les commerces, ça n'est pas tout à fait le cas, puisque ça peut être via des concessionnaires, auquel cas il y a bien un intermédiaire, ou ça peut être au travers de joint ventures, dans lesquels Aéroport de Paris a généralement une participation de 50%. Pour continuer à planter le décor, quelques chiffres clés, un petit peu en désordre, j'ai mis avec des couleurs pour que ce soit un petit peu moins ennuyeux à lire. On commence par le volume, effectivement marquant, qui est à la fois un risque et une opportunité, qui permet de faire des choses et de justifier certains investissements qui nous permettent, vous l'avez vu, d'évoluer dans le temps. 61 millions de passagers, ça en fait le 7e aéroport du monde aujourd'hui. C'est appelé à certainement se réduire en classement puisque les aéroports d'Asie sont en croissance rapide. C'est donc le septième du monde, le 2e européen derrière London Heathrow,
Probablement dans la dynamique et les prévisions de croissance qu'on a aujourd'hui, on devrait devenir le premier Européen vers 2020. Voilà, contrairement à certaines idées reçues, nous sommes sur une dynamique de croissance plus forte. Ce qui se passe aussi derrière, c'est que London Heathrow est plus contraint en termes de capacité. Vous avez peut-être lu tous les débats sur la création d'un nouvel aéroport autour de Londres. 61 millions de passagers, ça n'est pas encore complètement représentatif de tous les bénéficiaires des services de l'aéroport, puisque en plus des nombreux professionnels qui interviennent et qui sont parfois indirectement l'utilisateur, enfin directement les utilisateurs de nos services, nous avons également toutes les personnes qui accompagnent, qui attendent, qui viennent chercher les passagers. Donc cela, on a plus de mal à les compter parce que c'est vrai que les passagers, vous êtes avec des cartes d'embarquement nominatives, on peut, dans les échanges avec une compagnie, avoir précisément le nombre. Pour les accompagnants, c'est un peu plus difficile, c'est plus variable, mais ça rajoute, on peut évaluer à une vingtaine de millions de personnes supplémentaires qui fréquentent les installations et qui ont besoin de services. Mais parfois, l'attente est un peu longue quand on vient chercher quelqu'un si on a pris un peu de marge, et donc on a besoin de pouvoir s'occuper et trouver un certain nombre de services dans l'aéroport. 500 000 mouvements avions par an. Un autre chiffre de structure, je l'ai pris, j'aurais pu en prendre plein d'autres, mais je trouve que celui-là est assez représentatif de la difficulté. Vous avez vu l'étendue des infrastructures. En termes de portes d'embarquement, c'est 226 portes. Donc vous, en tant que passager, vous vous en moquez. Ce qui compte, c'est votre parcours, c'est votre porte et de trouver votre porte. Vous en fichez pas mal de savoir qu'il y a 200 autres portes à gérer. Effectivement, il faut bien avoir à l'esprit que ça peut être un challenge d'organiser tout cela de manière impeccable pour qu'on ne se trompe pas de porte, pour que ça soit bien la bonne qui soit indiquée sur votre carte d'embarquement. Ce sont des portes qui, en tant que telles, appartiennent à l'aéroport de Paris, qui sont en pratique gérées par la compagnie aérienne sur bien des aspects. Voilà, donc c'est un exemple de cette chaîne qui co-construit la qualité du service que vous allez rencontrer dans l'aéroport. Un petit peu dans la carte d'identité de nos passagers, même si c'est évidemment très global, on n'a pas le temps d'aller trop dans le détail, 56% des passagers sont étrangers. Très important puisque beaucoup d'entre eux ne parlent pas français, pas mal d'entre eux ne parlent pas anglais non plus d'ailleurs. Donc on a ce challenge particulier d'offrir un service international pour des clients qui n'interprètent pas un pictogramme de la même manière, n'interprètent pas un code couleur de la même manière selon leur origine, leur culture, leur pays et l'expérience qu'ils peuvent avoir chez eux. Donc ça fait partie des éléments de paysage très importants. Je rejoins à ce moment-là le chiffre sur le trafic international. 91% du trafic international, ça veut dire que 91% des passagers, qu'ils soient français ou étrangers, sont sur un vol international. Là, c'est très important en termes de benchmark. Vous le disiez tout à l'heure, les échanges, les clients comparent d'une entreprise à l'autre, regardent des expériences différentes. Déjà, au sein du même secteur, si tout va bien sur un voyage aérien, vous visitez au moins 2 aéroports. Je dis au moins parce qu'il peut y avoir des correspondances, donc vous pouvez en visiter plus. Et donc, un passager est systématiquement dans une expérience immédiate de comparaison. Il y a forcément la comparaison avec un aéroport qui n'est pas aéroport de Paris, puisqu'on n'a pas fait encore d'avion de navette aérienne entre Orly et Roissy. 31% de correspondance, ça veut dire que sur les 60 millions de passagers, en fait, il y en a 20 millions qui ne font que transiter par CDG, que ce soit des correspondances France vers international ou international à international, au travers du hub d'Air France essentiellement, mais il y a des correspondances d'autres compagnies également. Donc là aussi, des besoins bien spécifiques. 42% des clients sont là pour la première fois. Ça, c'est aussi fondamental. C'est-à-dire que les clients fréquents qui nous connaissent bien et qui connaissent bien les grandes installations que je vous ai montrées sont très minoritaires. 40% des clients sont là pour la première fois, alors, ou la deuxième, la première fois au départ ou la première fois à l'arrivée, selon que c'est l'aller ou le retour. Mais ce sont donc autant de clients qui font le parcours pour la première fois et qui le referont potentiellement jamais. Ça, c'est lié au poids notamment touristique de Paris et de la France. Il faut rajouter à ça 40% de clients supplémentaires qui sont des occasionnels, c'est-à-dire, on va dire, une à 5 fois par an dans l'aéroport, donc qui ne connaissent pas très bien nos installations, toute hypothèse. Donc, il faut partir du principe que nous avons des clients qui ne connaissent pas nos installations et qui ne savent pas intuitivement. Voilà, nous, il y a des choses qui nous paraissent évidentes qui ne le sont pas pour les passagers.
3 heures en moyenne passées dans l'aérogare. Bon, c'est vraiment une moyenne, hein, ça va dépendre des destinations, de chacun, des marches que vous prenez, évidemment du vol court courrier ou long courrier. Ça dépend aussi des aérogares, des terminaux. Mais en moyenne, c'est le temps que nous avons pour gérer le parcours du client. Et donc, on va en tenir compte dans tout le découpage du parcours client qu'on va faire, dans tout le temps disponible aux différentes étapes, sachant que, évidemment, le but, c'est d'avoir le moins de temps d'attente possible, parce que ça tombe bien, c'est des intérêts convergents entre des intérêts de qualité de service et de satisfaction du client qui n'a pas envie d'attendre. Puis par ailleurs, ça lui laisse éventuellement un peu plus de temps pour consommer dans les commerces qui peuvent se trouver en salle d'embarquement. Donc c'est gagnant-gagnant, on va dire. Le chiffre des professionnels est important. L'ensemble de la plateforme de CDG, c'est environ 90 000 personnes qui travaillent. Alors, ce n'est pas seulement les personnes qui sont sur l'exploitation aéronautique passager, il y a aussi toutes les zones cargo, il y a les bureaux, il y a beaucoup d'intervenants. Voilà. Mais Aéroport de Paris, c'est environ 4 000 personnes seulement sur le site. Donc, c'est vous dire si nous sommes dans la coproduction et que si nous sommes plutôt sur une logique de chef d'orchestre que de gérant omnipotent de l'ensemble de la production du service et de l'expérience passager. Alors, en très résumé, la satisfaction, pour commencer, mais on va développer un petit peu après, on a connu une évolution très forte de la prise en compte de la satisfaction client. Je vous remercie de l'avoir souligné. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, hein, on en est parfaitement conscient. Et surtout, ça ne s'arrête jamais. On a vu le mouvement permanent des infrastructures. Il y a aussi l'évolution des attentes des clients. Il y a aussi, heureusement, l'innovation. Et donc, c'est une affaire qui ne s'arrête jamais. Simplement, on a connu une évolution sur les années 2000 au sein d'Aéroports de Paris, qui a commencé par des évolutions très structurelles. Je vous ai montré l'évolution de l'infrastructure. Nous avons eu un certain nombre de faits marquants qui ont effectivement influencé aussi sur ces changements culturels. Je pense aux premiers événements neigeux, il y en a toujours eu, hein, la neige, c'est pas nouveau, mais la tolérance à la neige et la tolérance à l'immobilisation des avions, elle, a beaucoup évolué, et notamment l'influence politique, hein, c'est pas seulement vu du passager. Et donc je pense notamment à des événements neigeux qui remontent à 2003, qui ont un peu créé des électrochocs sur la manière de piloter notre activité. Pas seulement sur l'aspect service, mais on voit bien tout de suite que ça a une conséquence en termes de qualité, mais aussi sur l'aspect exploitation et pilotage opérationnel. Je pense, vous l'avez cité, hein, à l'accident sur la jetée du terminal 2E, hein, qui était donc ici, avec l'effondrement d'un tronçon, qui a aussi remis en cause la manière de piloter nos projets, et puis je dirais le poids relatif des fonctions et de l'organisation de l'entreprise. Évolution de statut avec le passage en société anonyme en 2005 et l'entrée en bourse en 2006. Et donc là, changement de pied complet, changement de management et passage d'une logique qui était plus celle d'une administration à une vraie logique d'entreprise. Ça a permis d'appuyer, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de démarche qualité avant, mais ça a permis d'appuyer le développement d'un axe prioritaire dans la stratégie sur la satisfaction client et donc derrière sur les processus qualité à mettre en place pour atteindre ces progrès de satisfaction. Très concrètement, alors moi je n'ai pas mon petit livre rouge parce que vous avez vu, enfin vous savez que notre belle couleur Aéroport de Paris c'est le orange, donc j'ai mon petit livre orange, c'est notre plan stratégique et dans ce plan stratégique, celui-ci, celui en cours, donc 2011-2015, il y a 10 axes. Le premier axe c'est la satisfaction client. Donc, la mise en place de cette démarche, elle démarre là, elle démarre vraiment dans la logique au plus haut de l'entreprise. Sinon, à mon sens, ça ne marche pas. Derrière, une mise en place, alors ça devrait peut-être être l'aboutissement, mais je préfère commencer par le dire, parce qu'on n'a pas toujours le temps de finir, comme ça, je suis sûr de vous avoir passé ce message et de le partager avec vous. Concrètement, la mise en place en 2007 d'une direction satisfaction client, directement rattachée au directeur général. La mise en place d'objectifs qui sont dans les variables des cadres dirigeants, des cadres supérieurs et des cadres pour qui ça rentre directement dans la mission, objectifs sur la progression de la satisfaction client. La mise en place, alors je vais sûrement en oublier, d'une université du service, j'y reviendrai un petit peu après, à partir de 2010. La mise en place de direction qualité dans les deux plateformes que sont Orly et Paris-Charles de Gaulle, donc
dont votre serviteur est le représentant, dans les plateformes. Et là, ça date également seulement, si je puis dire, de 2010. Donc il y avait bien une direction satisfaction client pour l'ensemble, et ensuite on diffuse de manière plus proche du terrain, plus proche de l'opérationnel, le pilotage de la qualité. Toutes ces évolutions ont permis, alors avec évidemment un ensemble de plans d'action derrière, de faire progresser nettement la qualité, la satisfaction client, par rapport, vous l'évoquiez tout à l'heure, et par rapport à beaucoup de choses qu'on peut entendre, les résultats sont meilleurs qu'on peut le croire, avec en gros, en 5 ans, le gain de 4 points, 4-5 points, on va dire, on est passé sur la moyenne de 82 à un peu plus de 86 aujourd'hui de clients satisfaits. Alors, on est moins bien que ce que sorti des bureaux de poste, j'ai bien noté. Donc, on a encore du chemin. Mais on voit les effets. Et surtout, vous voyez la divergence qu'on pouvait avoir entre terminaux. Ça, on y tient beaucoup. Va vers une convergence. Alors, évidemment, on préférerait avoir une courbe qui fasse ça. Donc ça, c'est l'étape suivante, puisque on voit qu'il y en a certains qui étaient à un niveau déjà plus élevé et qui sont donc plus dans une stabilité. Mais on cherche vraiment à avoir une convergence. C'est l'expression derrière d'une politique qui est homogène, d'une cohérence des actions, d'une cohérence des priorités et de l'analyse du besoin des clients et puis de l'adaptation de nos actions aux besoins des clients terminal par terminal. Là aussi, je vous le montre du point de vue de notre pilotage. Vous, en tant que client, ce qui compte, c'est l'expérience dans votre terminal. Vous vous moquez pas mal de savoir que ça converge d'un terminal à l'autre. Dans le dispositif de cette mobilisation sur la satisfaction client, il y a un point qui est important, je ne l'ai pas encore cité, c'est qu'avec le changement de statut, comme nous sommes sur une activité régulée, nous avons un contrat de régulation économique avec l'État, donc notre tutelle qui est la DGAC en pratique, donc l'aviation civile, et nous signons un contrat pour 5 ans qui nous donne une visibilité sur les investissements, l'évolution de la tarification que nous pouvons présenter aux compagnies aériennes, qui est durement négociée, puis qui est renégociée d'ailleurs chaque année dans un tunnel qui est fixé par ce contrat de régulation économique. Et ce contrat de régulation économique, il comporte un volet qualité avec des engagements, avec des indicateurs, avec des objectifs qui, pour notamment 10 d'entre eux, font l'objet d'une incitation financière. C'est-à-dire qu'il y a une clause de bonus-malus qui peut aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise sur l'atteinte des objectifs de progression qui sont fixés dans le contrat de régulation économique, qui sont par exemple sur la satisfaction en absolu, mais aussi sur le délai de réponse aux réclamations. On parlait des réclamations tout à l'heure, avec une réduction progressive de ce délai et le respect du délai de réponse aux réclamations. Même si alors nos volumes de réclamations sont très faibles par rapport à ce que j'ai entendu pour la Poste, ça ne veut pas dire que nous sommes bien meilleurs en satisfaction, mais c'est vrai que les volumes globaux ne sont pas du tout les mêmes. Et puis, pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes finalement derrière la compagnie aérienne, nous sommes derrière un certain nombre d'acteurs, et donc peut-être le client ne vient pas spontanément trouver le gestionnaire d'aéroport pour poser un certain nombre de questions. Mais ça veut dire aussi qu'on a fait beaucoup de progrès, il faut le souligner, et que donc, du coup, il y a certainement moins de motifs de réclamation. Donc, des objectifs très concrets avec incitation financière qui contribuent à ce changement de culture. On en parlait tout à l'heure, ce n'est pas une question seulement de moyens et de mesures physique, j'allais dire, mais c'est vraiment un changement culturel dans l'entreprise qui se traduit ensuite dans les organisations et qui peut se traduire dans l'animation globale de process. Alors concrètement, derrière les objectifs, nous avons travaillé sur les besoins de nos passagers. Ici, très résumé dans la célèbre pyramide de Maslow, adaptée à notre contexte aérien et aéroportuaire, pour ensuite décliner évidemment les priorités d'action menées pour nos passagers. Donc tout en bas, nous avons les besoins de voyager en sécurité qui sont évidemment primordiaux et que je ne mettrai même pas dans le niveau de la satisfaction client en termes de fondamental. Après, dans le parcours client, vous avez un premier souci en général qui est de prendre votre avion.
C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas dit tout à l'heure, le 86% de satisfaction globale se décompose en un suivi précis de satisfaction au départ et à l'arrivée. Et au départ, on est plutôt autour de 83%, et à l'arrivée, on est plutôt autour de 90%. Parce que le stress que vous avez comme client à l'arrivée n'est pas du tout le même, puisque là, vous ne risquez pas de rater votre avion. Vous avez peut-être un petit souci sur les transports en commun ou le taxi que vous allez avoir ensuite. Mais en tant que jugement de votre expérience dans l'aéroport, c'est beaucoup moins impactant. Donc on voit cette différence-là. Et d'ailleurs, les actions à mener au départ et à l'arrivée ne sont pas les mêmes. J'y reviendrai tout à l'heure. Prendre son avion à l'heure, on est dans un niveau fondamental. Et effectivement, avant de parler des services sympas qu'on peut vous mettre en plus, avant même de parler du sourire, à la limite, à tout prendre, vous préférez avoir quelqu'un qui ne vous a pas souri et avoir votre avion. Mais heureusement, on n'en reste pas au bleu. Parce que parfois on vous sourit, et si vous avez raté l'avion, bon. Évidemment, on va au-delà, et nous sommes dans la partie jaune avec la volonté d'offrir à passagers que vous êtes, un bon niveau de confort et d'accueil, et c'est là qu'on va trouver tout ce travail sur la relation client, sur le confort, sur la propreté, sur l'accueil, alors qu'on avait dans la partie précédente les aspects vraiment du cœur de notre métier, qui est un métier de gestion de flux. L'orientation, savoir trouver facilement votre fameuse porte parmi les 226, et puis la fluidité, et là on va retomber sur le temps d'attente qui est contraint par un ensemble de règles qui sont des règles tout simplement réglementaires. Et vous le disiez tout à l'heure, alors je vais dire, c'est pas moi, c'est eux, c'est pas ma faute. On doit, quand on passe une frontière, passer un contrôle frontière qui est assuré par la police et qui ne se sous-traite pas, qui ne se délègue pas, ça fait partie des fonctions régaliennes de l'État. On doit par ailleurs, depuis, j'allais dire quelques dizaines d'années, même pas, donc depuis quelques grandes années maintenant, effectuer un contrôle que nous appelons contrôle sûreté et passer donc vos bagages à main et vous-même à la moulinette d'un certain nombre de contrôles qui sont réglementés par l'État et sur lequel d'ailleurs on est collectivement généralement adhérent parce qu'on a tous envie de contribuer à l'atteinte de ce voyage en sécurité qu'on a ici. Voilà, donc personne ne le remet fondamentalement en cause, mais ça génère du temps d'attente et ça génère un certain nombre de haies sur ce fameux parcours qui doit vous amener à avoir votre avion. Donc, un premier niveau de conformité à atteindre et puis un niveau qui va évidemment au-delà, qui est qu'il est normal d'être bien accueilli dans un espace propre et avec des conditions d'attente et de passage confortables. Et puis, si on va un peu au-delà, on a un sommet de la pyramide où on va essayer de vous donner une expérience de voyage qui soit encore meilleure. On sait que un voyage aérien, ça a toujours un sens particulier. Il y a de l'affectif en plus, de la fonctionnalité même. Alors un peu moins quand on est en voyage professionnel, là, il peut y avoir de la fatigue. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les voyageurs professionnels, ça représente environ un tiers du trafic sur CDG. Et donc ça va passer par la mise en œuvre, la proposition de services supplémentaires, et c'est là que vous allez retrouver des salons de musique, des espaces de relaxation, des salons vidéo, les jeux pour les enfants, parce que pour les passagers qui voyagent avec des enfants et pour les autres passagers, c'est bien de pouvoir offrir des activités pour les enfants qui attendent un peu longtemps, et donc voilà, un ensemble de services complémentaires. Alors, c'est à partir de ce travail-là qu'on a défini les priorités majeures qui vont guider nos choix d'actions prioritaires, nos choix d'investissement et nos choix de développement de services dans les aérogares, dans les terminaux, éventuellement dans les parkings, puisque je vous le disais tout à l'heure, ça fait partie des zones importantes. Simplement, comme je vous le disais au début, nos clients ne sont pas nos clients. Vous avez un contrat de transport avec une compagnie aérienne. Mais plus que cela, on est vraiment dans la production du service en aéroport sur une logique de chaîne qui implique de très nombreux acteurs. Je disais tout à l'heure, en effectif, ne serait-ce qu'en effectif, le personnel aéroport de Paris est très minoritaire. Et ces acteurs sont variables dans la relation que nous avons avec eux, dans les leviers
d'échanges que nous avons avec eux, dans les leviers contractuels que nous avons avec eux, et puis évidemment dans les, entre guillemets, rapports de force qui peuvent s'établir dans la réalisation de l'ensemble. Les compagnies, j'en ai déjà parlé, elles ont éventuellement leurs propres sous-traitants, des assistants en escale qui vont faire toute une partie du travail pour eux, par exemple le déchargement, l'avitaillement d'un avion. Alors vous allez me dire, ben, oui, c'est pas l'aéroport, sauf qu'il faut que nous fournissions des installations qui soient commodes pour que ces assistants puissent intervenir. Il faut qu'on fasse en sorte que ça va commencer à l'arrivée du personnel qui ne doit pas être en retard pour pouvoir aller décharger l'avion à la bonne heure et qui passe par des contrôles sûreté lui aussi parce que la réglementation s'applique à tous pour rentrer dans cette zone réservée et donc il faut que ces contrôles sûreté qui sont à l'extérieur de la plateforme et que nous organisons soient bien organisés et soient pratiques et pour qu'on ne génère pas des queues qui sont aussi pour les professionnels qui vont venir vous servir. Et donc, au final, ça peut se traduire par un retard de l'avion ou, pour vous, le sentiment d'un parcours à l'arrivée qui est long parce que vous avez attendu longtemps dans votre avion, qu'ensuite vous attendez votre bagage. Les différents métiers d'ADP, je ne développe pas ici parce que ce n'est pas le cœur de ce message. Les services de l'État. Alors, la police de l'air et des frontières, sous le joli logo, sur le joli acronyme DEPAF. Alors on a oui, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, dans le parcours, on a donc les contrôles sûreté et puis les contrôles de passeport. Et donc nous appelons ça la PAF pour la police de l'air et des frontières et puis les postes inspection filtrage, les PIF, pour la sûreté. Voilà, c'est une manière de se défouler un petit peu dans l'organisation. Mais donc nous avons d'autres acteurs de l'État, nous avons les douanes à l'arrivée. Et puis nous avons la navigation aérienne, DGAC, qui est responsable de l'ensemble de la circulation aérienne. Les tours de contrôle, ce n'est pas chez nous, c'est d'ailleurs une enclave dans tout le périmètre. Nous sommes propriétaires des hectares de la plateforme et le périmètre des installations qui dépendent de la DGAC ne nous appartient pas. Donc les tours de contrôle ne sont pas Aéroports de Paris. Et évidemment, selon les choix qui sont faits, je parlais tout à l'heure des incidents neigeux, selon les choix qui sont faits dans les priorités données, ça va impacter énormément votre expérience de passager, ça va impacter en situation de crise la priorisation qu'on va pouvoir donner aux différents flux et donc les services qu'on doit apporter au bon avion, enfin aux passagers du bon avion au bon moment. Et puis pour organiser par exemple la disponibilité des tapis bagages qui vont être utilisés par les compagnies pour décharger vos bagages, et bien, il faut bien qu'il y ait un échange très précis avec la navigation aérienne. Donc ça ne se voit pas forcément, c'est beaucoup en back-office, mais c'est l'ensemble de ces acteurs-là qui constituent votre expérience ensuite dans l'aéroport. Alors les sous-traitants, parce que nous sous-traitons un certain nombre d'activités naturellement. La sûreté en premier lieu, on en a pas mal parlé en décembre dernier où il y a eu une grève des sociétés de sûreté qui assurent les contrôles au poste d'inspection filtrage. Ce sont des sous-traitants d'Aéroports de Paris parce que la mission de ces contrôles de sûreté, même si c'est réglementé par l'État, est confiée à Aéroports de Paris qui le sous-traite à des sociétés de sûreté. Évidemment, pour vous, dans votre expérience, vous allez attribuer à votre expérience dans l'aéroport, cas échéant Aéroport de Paris, l'expérience que vous allez vivre au moment de ces contrôles, qui n'est amusante pour personne. Comme je disais tout à l'heure, on l'accepte en tant que client, mais évidemment, si la queue est très longue, si on est désagréable avec vous, en plus c'est un moment de stress et d'inconfort réel, on se déshabille à moitié, on a peur de perdre ses affaires, cas échéant, on ne retrouve pas tout de suite son passeport, son téléphone, etc. de l'autre côté. Voilà, donc tout ça, ça fait évidemment partie de l'animation du service que nous devons faire. Ce que j'appelle la prévenance, c'est du personnel qui est en renfort selon les heures, selon les endroits, et qui vous oriente notamment à l'entrée des zones d'attente de queue, justement pour la police ou pour les contrôles sûreté. Et vous avez des hôtesses qui vous orientent, ou des autres d'ailleurs. Et là, ce sont également des sociétés sous-traitantes spécialistes des métiers d'hôtesse. Pour les personnes à mobilité réduite, vous savez peut-être que pour les aéroports, nous faisons l'objet d'une réglementation européenne sur l'assistante aux personnes à mobilité réduite. Donc, en plus évidemment du service qu'on souhaiterait apporter, c'est de toute façon encadré par une réglementation européenne
qui a une acception assez large du concept de personnes à mobilité réduite. C'est pour ça que je ne mets pas personnes handicapées à mobilité réduite, parce qu'il y a naturellement les personnes handicapées, et puis une femme enceinte avec des enfants en bas âge peut faire appel à ce service d'assistante, ou une personne âgée qui n'est pas nécessairement handicapée au sens cotorep du terme, mais qui peut avoir besoin d'assistance. Cette mission-là a été transférée il y a quelques années des compagnies aériennes vers le gestionnaire d'aéroport, et donc pour CDG, Aéroports de Paris. Là aussi, nous nous appuyons sur plusieurs sous-traitants qui réalisent cette prestation. Et là, ça demande, c'est un bon exemple, cette prestation-là, ça demande vraiment une coordination forte, car quand vous réservez, si vous souhaitez réserver cette prestation, vous la demandez au moment de l'achat de votre billet d'avion à la compagnie. Et donc, il faut que ça arrive jusqu'à nous et ensuite jusqu'aux sous-traitants. Les taux de signalement par les compagnies ne sont pas très élevés. C'est-à-dire que vous avez, selon les compagnies, beaucoup de réservations qui se perdent en route. Donc, tout notre challenge d'organisation est de faire que ça ne se voit pas trop et qu'on sache réagir au moment où la personne qui a fait cette réservation demande, arrive, et très vite lui mettre à disposition la personne et, le cas échéant, la chaise ou le fauteuil qui convient. Mais ça n'est pas simple, et c'est un bon exemple des plans d'action que nous allons mener, que nous menons, avec les différents partenaires pour déjà sensibiliser aux conséquences. Alors, si vous voulez, côté compagnie aérienne, quand il y a un manque de signalement, ça peut être parce que finalement, on sait que dans la satisfaction, ce point-là ne va pas forcément être attribué à la compagnie, donc ça n'a pas été mis en majeur. Au final, c'est quand même sur votre expérience de voyage, et c'est mauvais pour tout le monde. On parlait de bénéficiaires, vous êtes bénéficiaire de services. Derrière, vous allez attribuer aux différents acteurs avec une pondération qui, quelque part, importe peu. Le résultat est le même, vous allez être mécontent, et donc tout le monde le subit à la fin. Mais donc, c'est encore une catégorie d'acteurs. Pour les bagages, c'est pareil. Le personnel qui va prendre votre bagage, le mettre dans les trieurs pour qu'il arrive au final jusqu'à vous, ce sont des sous-traitants, mais qui sont là des sous-traitants des compagnies, pas d'Aéroports de Paris. Donc, on est sur un deuxième niveau de sous-traitance. On parlait de B2B, voilà. Donc, nous sommes responsables de la mise à disposition des installations, des investissements, etc. Et ensuite, la compagnie est responsable du process bagage et s'appuie sur un sous-traitant. Naturellement, nous essayons de mettre tout cela en musique et de mettre tout le monde autour d'une table, processus par processus, pour faire progresser la qualité derrière. Le nettoyage, là, c'est bien évident. C'est des sociétés de nettoyage comme tous les espaces de service qui accueillent du public, avec la particularité que nous avons beaucoup de prestations à faire en présence du public, parce qu'on peut travailler, on fait des prestations lourdes de nuit, mais compte tenu de l'étendue d'ouverture des aérogares, en gros, de 5 h du matin à minuit, il y a pas mal de monde. Et bien donc, il faut qu'on sache faire intervenir du personnel de nettoyage en même temps que les passagers. Et donc, non seulement il y a un sujet de qualité de la prestation, parce que ça fait partie des... Alors, on est plutôt dans le jaune que dans le bleu, mais ça fait partie des éléments quand même importants de votre expérience. Mais en plus de la qualité de la prestation, c'est encore mieux si ce personnel est souriant, sait vous répondre si vous lui posez une question, parce que toute personne qui a un badge, on a généralement des badges qui pendouillent dès qu'on est en zone réservée, alors ça fait clonk-clonk, bon, c'est pas très beau, mais au moins ça permet d'être repéré par le client. Et donc, il faut que nous travaillions sur les gestes relation client avec ses partenaires, sachant que dès qu'on s'appuie sur des sous-traitants, on ne va pas tomber dans le délit de marchandage, et donc on a une animation qui doit se faire avec le management de ces sous-traitants. Les concessionnaires, je le mets volontairement en fin de liste, puis j'ai envoyé encore quelques acteurs. Les concessionnaires, donc les personnes qui sont dans les commerces, là aussi, il y a un enjeu de satisfaction. Vous pouvez avoir des sujets de rapport qualité-prix, vous pouvez avoir des sujets de nettoyage des espaces commerciaux, vous pouvez avoir des sujets d'horaire d'ouverture, parce que parfois on arrive un peu tard, il n'y a rien à manger, et ça fait partie de votre expérience aéroportuaire. Alors on va dire que c'est le concessionnaire qui, lui, ne trouve pas son compte à mettre quelqu'un tard, etc. Là aussi, nous avons un rôle à jouer. Et puis j'ai pas mis ici, et ça fait partie des fondamentaux, évidemment tous les partenaires en termes de transport. On parlait des taxis tout à l'heure, la SNCF pour le RER et le TGV. Le
cas échéant, les mototaxis, etc. On a un certain nombre de transports, les bus. Nous avons les bus RATP, nous avons le bus Disney, par exemple, qui va vers le centre Disney, qui a un certain flux. Et donc là aussi, il faut qu'on apporte une organisation de l'espace, des installations. Je ne sais pas si vous connaissez pour les taxis, il y a une base taxi derrière qui est immense, où les taxis attendent 2, 3, 4 heures avant de venir vous prendre en charge. Mais simplement, ils y trouvent leur compte parce qu'ils vont avoir une course importante. Ils préfèrent faire ça plutôt que de, de chercher de nombreux clients, ce qui n'est pas forcément évident en ville. Ça peut parfois expliquer des problèmes de répartition de taxis entre centre-ville et aéroport, mais ça demande à gérer tout cet espace avec des problématiques de comment on occupe les chauffeurs de taxi quand ils attendent 3-4 heures. Et puis ensuite, tout un sujet de régulation, puisque nous avons un centre de régulation qui dispatche les taxis en fonction des besoins vers les différents terminaux, avec l'objectif que vous ayez toujours un taxi rapidement à la base taxi, enfin à la point d'emport taxi que vous connaissez en arrivant à l'aérogare. C'est pas toujours facile. Et alors je ne parle même pas de l'acceptation carte bleue, etc. Ça, c'est un sujet, je crois que c'est un drame national par rapport à beaucoup d'autres pays en Europe. Et là, j'avoue que là, je vais peut-être esquiver un peu. Parce que ça, on aura quand même. Enfin, on peut participer au lobbying, mais c'est un vrai sujet national. J'ai mis une image sportive parce que tout à l'heure, je parlais de chef d'orchestre, mais je pense que plus que chef d'orchestre, qui a une notion quand même hiérarchique, d'autorité, on est plus dans une logique sportive. Alors j'ai pris un sport, bon, j'avais mis du handball, puis je l'ai enlevé, j'avais mis du foot, je l'ai enlevé. Alors il reste encore le rugby. Bon, on verra ce qu'on met la prochaine fois. Et donc, voilà, on a plus un rôle de capitaine d'équipe parce qu'on est joueur aussi. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du service qu'on produit, et puis, eh bien, il y a tous ces acteurs à mettre autour de la table. Alors, en termes d'action, je ne sais plus ce que j'ai après. Là j'ai le parcours, je vous le laisse, c'est le parcours au départ, mais je vais plus insister sur les actions qu'on mène avec cette chaîne, avec ces différents acteurs, pour essayer d'améliorer les choses au quotidien. Ça se traduit évidemment en parcours client. Ça, c'est la courbe de stress que vous êtes censé vivre. On a essayé de la modéliser lors de votre parcours, entre le moment où vous arrivez. Alors, il faudrait même mettre un peu avant, parce que le parcours, c'est y compris le transport en commun. Quand vous êtes dans le RER et qu'il y a un incident et que vous êtes bloqué, le stress monte fortement pour savoir si vous allez avoir votre avion. Et je ne parle pas des embouteillages en taxi ou dans votre propre voiture. Évidemment, après, trouver une place dans le parking si vous êtes avec votre voiture. L'attente, une fois que vous avez enregistré, ça va mieux, donc ça décompresse. Ensuite, il y a les différents contrôles, sûreté, etc. Alors, évidemment, ça va dépendre de chaque expérience. Vous allez monter la courbe, ça s'est très bien passé dans le parcours avant, etc. Là, ce sont évidemment des moyennes. Puis alors, une fois que vous avez passé tous les contrôles, vous êtes en salle d'embarquement, ça va mieux. Et c'est là que, d'ailleurs, il y a matière à vous donner du verre. Donc, vous voyez tout à l'heure. Et puis, évidemment, s'il y a des retards, si l'embarquement lui-même s'annonce mal, le stress peut remonter, mais en général, là, vous êtes pris en charge, vous vous êtes remis à disposition de la compagnie, et donc c'est un petit peu différent. Évidemment, on a les mêmes courbes pour les passagers en correspondance, on a les courbes pour les parcours à l'arrivée, on n'a pas le temps de là toutes les regarder, mais derrière, le travail qu'on peut faire, c'est de positionner les différents acteurs à chaque étape, et c'est là qu'on va travailler non seulement sur les actions à mener en termes de quel service on peut mettre, qu'est-ce qu'il faut renforcer, et puis avec quel acteur on va travailler chaque étape. Donc les bagages, on ne les a pas là parce que là c'est l'arrivée, mais on va trouver la compagnie de manière très importante au moment de l'enregistrement parce que c'est elle qui gère l'enregistrement. Évidemment, je vous le disais tout à l'heure, les sous-traitants sûreté, la police de l'air et des frontières à ce niveau-là. Ici, on va retrouver la compagnie. Ici, on va trouver les concessionnaires. Ici, on va trouver les partenaires transport comme les taxis ou la SNCF. Et ça va permettre de décomposer vraiment et d'avoir un travail... alors, ça donne peut-être une impression d'être hyper analytique. Après, évidemment, il faut mettre du corps par rapport aux études de satisfaction que nous pouvons faire. Et on décompose les items qui sont étudiés dans notre observatoire de la satisfaction client, qui a été mis en place. Ça fait partie des actions de ces dernières années que je décrivais tout à l'heure, en fonction du parcours client. Et puis, on va retrouver la propreté aux différentes étapes, l'amabilité aux différentes étapes, l'accueil aux différentes étapes, etc. Donc, on va croiser les fondamentaux que je vous mettais à côté de la pyramide de Maslow avec les différentes étapes du parcours.
Alors évidemment, là, c'est le corps et le cœur qu'on va mettre derrière les différentes étapes et les besoins que vous pouvez avoir à ce moment-là. Je ne développe pas, parce que je pense que l'heure passe, les principes d'action qui guident notre attitude, les changements culturels qu'on essaye de faire passer parmi les collaborateurs et avec nos partenaires. Une chaîne au service des clients, je viens de le dire, c'est cet aspect sportif, équipe. Les actions qu'on met derrière, ça a commencé par ce qu'on appelle le airside, le côté des pistes, le côté aéronautique, avant d'aller dans l'aérogare. Je vous disais tout à l'heure, l'impact de la relation avec la navigation aérienne, avec les compagnies, gérer les situations perturbées. Ça passe par un échange d'informations énorme, parce que si on remonte à il y a 10 ans, les différents acteurs n'avaient pas les mêmes indicateurs, les mêmes informations sur les horaires des avions, etc. Ça s'est traduit par la mise en place d'un système qu'on appelle CDM, Collaborative Decision Making, avec un PC commun qui permet de réunir les différents acteurs, qui n'est pas le PC crise d'Aéroport de Paris, pour que ce soit une sorte de terrain neutre, et puis progressivement simplement mettre les gens autour d'une table pour gérer la crise ensemble, et puis le partage d'informations et de systèmes d'information. Donc ça, c'est sur un aspect, je dirais, technique, opérationnel, mais qui va directement se répercuter sur votre expérience de voyage. Mais derrière, ça a été un changement culturel qui a permis ensuite de passer aux aspects plus service et plus expérience client en aérogare dans un deuxième temps. On travaille des actions au travers, je vous disais tout à l'heure qu'on avait mis en place une université du service. Ça vient juste après, je reviendrai aux autres fondamentaux d'action. Cette université du service, elle a vocation à former nos agents en contact, les agents d'accueil, les contrôleurs qualité que nous avons qui font la tournée des toilettes, etc., des installations le matin pour voir si c'est propre, mais qui sont aussi au contact des clients. Les former à la relation client, mais c'est aussi travailler sur un certain nombre d'ateliers et d'expérimentations que nous faisons avec les différents acteurs, où nous allons proposer tous les outils professionnels que nous développons au sein de l'université du service aux différents partenaires. Soit leur proposer pour qu'eux-mêmes les développent et qu'on fasse les formations relations clients qu'on peut faire pour nos propres agents pour eux. Et c'est par exemple tout ce qu'on est en train de développer avec les sociétés sous-traitants de sûreté pour former au sourire, à l'accueil, aux gestes de relation client. Et puis c'est aussi surtout des travaux en commun au travers de dispositifs où on définit un périmètre et des périmètres d'action, un périmètre à la fois géographique et puis selon les priorités qu'on a vues, les points importants du parcours qu'on veut travailler. On réunit dans un premier temps les managers, par exemple, de la compagnie aérienne, de la police et d'Aéroports de Paris. Ensuite, on cherche des volontaires parmi les agents de ces trois acteurs qui vont être mis en vase clos pendant 2 mois et chercher toutes les idées d'innovation, d'amélioration qu'on peut apporter sur le cadrage qui a été fait, parce qu'on peut, lors d'une si on travaille l'ensemble du parcours, c'est moins efficace, mais quotidienne. Donc toutes les améliorations dont ils peuvent avoir l'idée, de par leur expérience négative, difficile qu'ils peuvent avoir, ou les points forts qui marchent. Et on s'engage, côté management, à mettre en œuvre, à tester, à expérimenter immédiatement ces idées. C'est pas, vous avez des bonnes idées, on fait un séminaire, c'est sympa, on verra l'an prochain. On expérimente immédiatement. Exemple, les petites guérites où sont les fonctionnaires de police. On appelle ça des aubettes. Vous en parliez tout à l'heure, parfois, parfois encore, on a du mal à les remplir où on voudrait, quand on voudrait. Déjà, parmi les améliorations qui ont été apportées par ce travail collaboratif, il y avait l'échange d'informations dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, nous, on a des prévisions de trafic. Au début, la police ne les avait pas. S'assurer qu'ils ont les mêmes
quand je dis des prévisions de trafic, c'est au jour le jour. Faire un briefing chaque matin en ayant d'abord donné l'information, ensuite échanger cette information sous forme de briefing où les responsables opérationnels de l'aérogare rencontrent les responsables opérationnels de la police pour échanger sur les avions du jour, les avions qui peuvent être à difficulté, les différentes pointes de trafic, pour qu'ensuite, en temps réel, la police puisse adapter son dispositif et déplacer le cas échéant. Bon, après, il y a, comme partout, des sujets managériaux, des sujets sociaux, etc. Mais pouvoir déplacer en temps réel, au meilleur de l'adaptation du besoin, les personnels de police. C'est ça qui a pu contribuer à la réduction du temps d'attente. Autre exemple de dispositif là très physique, les fonctionnaires de police ont dit on sent que les gens ont du mal à venir vers nous, donc on est obligé de les appeler. Ça n'a l'air de rien, mais si vous mettez ça bout à bout, ça fait des secondes ou dizaines de secondes perdues à chaque client, chaque passager. Et donc, à la fin du process, ça peut faire pas mal d'attentes en plus. Et donc, ils nous ont demandé de tester la mise en place de petites lumières rouges et vertes qui sont mises au-dessus des aubettes que vous voyez de loin et qui vous disent si c'est libre ou occupé. Eh bien, ça n'a l'air de rien, mais on a testé ça. Et ça, c'est vraiment venu de ces groupes collectifs de travail, de terrain. On l'a testé, on a vu que ça marchait bien, et maintenant, on l'a mis dans un standard et dans un référentiel de cette aubette. Et donc, quand on va installer, chaque fois qu'on ouvre des nouvelles installations, on va équiper avec les différentes améliorations qui ont pu être apportées. Alors, je prends cet exemple-là, mais il y avait aussi l'ergonomie à l'intérieur, le mobilier, tout ce qui va améliorer les conditions de travail et donc améliorer les gestes métiers qu'ensuite vont pouvoir développer les fonctionnaires de police en l'occurrence. Et ça, donc, on le fait avec les différents prestataires et sur les différentes étapes. Alors, il y a plein d'autres actions mises en place par cette université du service. Juste dire qu'on essaye effectivement que toutes ces actions soient proposées non seulement en interne à Aéroport de Paris, mais à tous les partenaires de la plateforme. Donc des conférences avec des grands témoins qui viennent d'autres entreprises, comme les échanges que nous avons ce matin, des journées portes ouvertes organisées pour mieux connaître la culture de certains de nos clients. Donc on a réalisé des journées portes ouvertes sur la Chine, on en a réalisé sur l'Inde. Je vous le disais tout à l'heure, on a une grande partie de clients qui sont étrangers. Il faut pouvoir s'adapter aux besoins de chaque client et ça demande une formation culturelle ou d'acculturation. Et donc, quand on monte ce type d'opération, on le monte en commun avec les compagnies aériennes les plus concernées par ces destinations et à destination à la fois de leur personnel et de notre personnel et le cas échéant de tous les acteurs qui peuvent participer parce que finalement, au contrôle sûreté, il n'est pas inutile de savoir s'adapter aux différents types de clientèle. Je prends l'exemple du bien connu, du sourire en Asie qui n'a pas la même signification que le sourire chez nous. Et donc, il faut être vigilant aussi sur la manière de contact avec les gens. Quand on est à la sûreté, on touche les gens. Donc, ça n'est pas inutile de savoir comprendre les différences d'appréciation culturelle. Un dernier point, j'ai parlé beaucoup de coproduction entre les différents acteurs de la plateforme, et puis il y a la coproduction avec le client. Vous en parliez tout à l'heure. Et donc on a développé et on continue à développer une série d'outils. Alors là, c'est que des photos, mais je vais les commenter un tout petit peu, qui permettent toujours sur cette logique de parcours, de donner plus d'autonomie aux passagers qui le souhaitent. Alors attention, le but, ce n'est pas de tout automatiser et dire comme ça, on va diminuer. Bien sûr, pas forcément inintéressant d'un point de vue productivité, mais derrière, l'idée, c'est aussi de pouvoir mieux utiliser nos moyens en termes de volumétrie, on parlait tout à l'heure, pour que les clients qui souhaitent être plus autonomes puissent l'être, en aient la possibilité, et du coup avoir des moyens de conseil et d'accueil qui soient plus centrés sur les clients qui sont plus en difficulté, qui ne s'y retrouvent pas du tout, ne connaissent pas la langue, etc. Alors ça commence par des petites actions comme vous le voyez un peu partout maintenant dans les centres commerciaux, le guidage à la place dans les parkings, ça va avec un dispositif, vous avez une stèle qui vous dit où il y a de la place quand vous entrez, et puis ensuite vous pouvez plus vite trouver votre place, et ça vous donne plus d'autonomie et un petit peu moins de stress si vous pouvez trouver une place plus vite. Il y a des moments où c'est quand même pas mal saturé. Si je suis le parcours, on a ici évidemment, ça s'est développé déjà très fortement ces dernières années, ce sont les bornes d'enregistrement des compagnies, mais là aussi nous sommes acteurs pour mettre à disposition des espaces qui permettent de mieux déployer ce service et puis gérer l'organisation des flux pour que ce soit naturel.
Juste après, vous avez la dépose bagages. Alors ça, en revanche, c'est tout nouveau. Il y en a quelques-unes en expérimentation à Orly. Il y a quelques aéroports maintenant dans le monde qui commencent à l'avoir. C'est la dépose bagages automatique. Donc vous n'aurez plus besoin de faire la queue pour déposer votre bagage. Vous allez obtenir au moment où vous prenez votre carte d'embarquement un tag, un code barre. Vous pourrez ensuite le scanner ici, vous faire reconnaître, le coller sur votre bagage et puis le bagage partira automatiquement. Il y a évidemment un contrôle du poids, etc. qui fait que si vous ne respectez pas un certain nombre, enfin les obligations, votre bagage ne sera pas pris et il y aura toujours un service à côté pour gérer les cas où vous ne pouvez pas passer, où vous avez un excédent bagage par exemple. Alors c'est une expérimentation longue parce qu'il faut éviter sur ce genre de choses que vous ayez des déconvenus. J'imagine déjà le professeur rencontrant une machine qui ne fonctionne pas. Ça marche bien et ça permet de traiter un bagage en 30 secondes temps moyen. Le record doit être à 15 secondes. Alors ça suppose que vous soyez autonome, sachez bien faire fonctionner. Donc ça ne concernera pas tout le monde tout de suite. Air France nous a demandé d'installer ce type de machine dans le cadre de son plan Transform qui est en cours, vous avez certainement entendu parler, c'est de toute façon pour nous l'avenir de l'enregistrement. Ça ne sera jamais 100% bien sûr. Les contrôles police, on en parlait tout à l'heure, la police de l'air des frontières comme les autres services de l'État, elle a des sujets d'effectifs et d'économie et donc il y a des paraphes, maintenant on appelle ça, donc ce sont des passages automatiques de frontières qui sont, alors je ne sais pas si vous les connaissez, mais si vous avez un passeport biométrique français, donc ça veut dire en gros depuis 2009, vous n'avez pas besoin d'enregistrement, vous passez directement, vous faites reconnaître votre passeport, vous entrez dans un sas et là vous mettez index, et ça va ouvrir automatiquement, vous ne passez plus devant le fonctionnaire de police. Ça marche aussi si vous n'avez pas de passeport biométrique, mais il faut vous enregistrer avant. Ça prend quelques minutes dans un petit bureau qui est à côté de l'entrée. Faites-le parce que ça vous gagnera vite du temps si vous passez. Généralement, c'est amorti dès la première fois, quasiment, sauf si vraiment il n'y a pas de queue du tout. Voilà, ça va très vite et on prend vos empreintes, vous êtes enregistré, après vous pouvez passer. Et ça vaut pour les passeports, les autres passeports européens également. Voilà. Dernière chose, l'embarquement automatique. Je parlais des 226 portes tout à l'heure. Petit à petit, à ces 226 portes, vous verrez des appareils comme celui-là qui vous permettra là aussi de passer directement et de ne pas montrer à l'hôtesse votre carte d'embarquement. Vous aurez un portillon qui vous donnera accès aux passerelles et là, ça va se développer fortement dans les prochaines années. Et puis tout au long du parcours, des outils sur smartphone, tout ce qui est outils à distance. Il y a MyAirport qui a été développé depuis maintenant plusieurs années que je vous conseille, que je vous recommande de télécharger et qui est pour l'instant seulement sur iPhone, qui sera bientôt en voilà, Android, pardon. Et alors, on a cet autre outil qui s'appelle MyWare. Vous voyez, c'est mal fait, c'est dans l'autre sens. Ça, c'est sur Android et ce n'est pas encore sur iPhone. Tout ça va converger et on aura les deux. Ça, c'est le développement d'une solution de géolocalisation indoor. Ça fait partie des premières en Europe et qui vous permet d'ores et déjà de vous balader dans CDG en disant où vous voulez aller, vers quel service, vers quelle salle d'embarquement et donc d'être autonome dans votre parcours et dans la localisation. Ça permet notamment de gérer beaucoup d'aspects sur la clientèle étrangère parce qu'évidemment, on peut avoir ces outils dans différentes langues. Et je vous remercie. Je vous disais tout à l'heure que nos clients n'étaient pas nos clients sont nos invités. Merci.